Bonjour à tous. On a 4 minutes d'avance. Je vais quand même les prendre parce qu'on en aura peut-être besoin à la fin. Bon, déjà, je vais vous dire que j'ai un problème, c'est que je suis un peu stressé. Ça me fait toujours ça lors des présentations. Donc je vais essayer de me détendre. Heureusement, vous avez tous l'air sympathiques, donc ça devrait m'aider un peu. En plus, on est filmé, ça va pas m'aider. Je vais faire de mon mieux. Donc, oui. Ça m'aidera pas. Mais merci de la proposition. Donc déjà d'en parler, ça m'aide un peu en fait. Et puis à la fin, on verra si c'était bien d'en parler. Cette session a pour thème l'audit comme outil d'amélioration des projets agiles. J'aurais pu aussi écrire comme pratique agile ou tout simplement l'audit agile. Je ne sais pas si l'audit est le bon mot pour désigner cette pratique. C'est un mot qui peut porter à controverse, surtout dans la communauté agile. Bon, je m'y essaye, on verra. Donc, je vous propose cette session aussi pour me confronter un peu à la communauté agile et à votre avis à vous. Et je vous demanderai à la fin si vous pensez que ça peut vous être utile dans le cadre de vos projets. Quelques mots sur moi, Patrice Boisiot. Je suis coach agile chez Agile Garden. J'ai beaucoup coaché, Scrum Masteré aussi chez Orange. Et cette pratique en fait vient de là-bas, vient de chez Orange qui l'utilise quotidiennement pour ses propres projets. Donc je m'en suis largement inspiré. Les grands principes viennent de là-bas. J'ai un peu fait quelques ajustements, mais les principes restent les mêmes. Auparavant, merci à tous les sponsors. Et puis, je remercie aussi particulièrement les organisateurs. Je sais que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, merci à eux d'avoir organisé cet événement-là. Merci aux caméramans aussi, au fond. Et puis, merci à vous d'être présents ici. J'avais choisi un titre pas trop sexy pour pas attirer trop de monde. C'est raté. Ça m'aurait aidé aussi à pas être trop stressé. Sincère merci à Rémi Génin qui m'a coaché chez Orange. C'est lui qui m'a appris l'usage de cette pratique. Donc grand merci à lui. Il m'a appris l'usage de l'audit, mais beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il m'apprendra encore beaucoup. Merci aussi à Alain, Nathalie, Stéphane, qui ont été mes collègues chez Orange, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et je me suis beaucoup nourri de leurs avis, de leur expérience aussi. Donc merci à eux. Alexandre Boutin qui a apporté un éclairage différent sur cette pratique de l'audit, très intéressante. Un peu diamétralement opposée. Donc ça m'a aidé aussi à travailler cette présentation et le fond de la pratique et l'esprit dans lequel cette pratique doit se faire. J'insisterai aussi là-dessus. Et puis merci à la communauté agile, qui m'a pas forcément directement aidé sur cette présentation en particulier, mais dont je me nourris aussi tous les jours. C'est grâce à elle que je suis coach aujourd'hui aussi. Donc c'est ce qui fait aussi la force de l'agilité, c'est parce qu'on est une communauté et qu'on échange librement sur les pratiques des uns et des autres. Alors l'audit agile. Comment le définir sur Wikipédia, si vous allez chercher la définition de l'audit, on y trouve une définition qui dit que c'est une activité de contrôle et de conseil. Je ne me situe pas du tout dans cet esprit-là. Ici, on parle plutôt d'état des lieux et d'évaluation du niveau d'agilité d'un projet. On va s'attacher à évaluer le niveau d'agilité d'un projet Scrum et XP. L'agilité ici,
pour moi, ça rassemble les pratiques Scrum et les pratiques XP notamment. Ce n'est pas un cadre fermé à Scrum et XP, c'est un cadre ouvert qui s'enrichit aussi de nouvelles pratiques par rapport à l'expérience qu'on a sur les projets sur lesquels on intervient. Donc c'est Scrum, XP, mais ça peut toucher aussi à la mise en production, à la production et à l'exploitation. Donc on touche un peu là au mouvement DevOps aussi. Donc on va s'attacher à travers cette pratique à prendre une loupe et à regarder comment cette agilité, ces pratiques Scrum, XP, DevOps sont appliquées par une équipe sur un projet. Donc on n'est pas ici dans le jugement, on ne cherche pas à accuser qui que ce soit parce que c'est pas bien appliqué. On cherche des problématiques, on cherche des solutions surtout à ces problématiques soulevées par l'équipe. Et puis ce n'est pas un contrôle non plus. On n'est pas dans l'activité de contrôle qu'en fait cet audit, mais on est dans une simple évaluation, un état des lieux où on va essayer d'identifier les problématiques et ce qu'on peut améliorer sur le projet. Donc sous cet angle-là, on se rapproche beaucoup de la rétrospective, une des cérémonies Scrum. Ce n'est pas non plus une expertise technique, on ne va pas aller regarder, fouiller le code produit, ni la plateforme de développement, les outils de la plateforme de développement, ce n'est pas l'objet. Ici, on s'intéresse qu'à l'agilité, aux pratiques agiles qui vont permettre d'atteindre ce but d'une application opérationnelle et la plus utile qui soit à l'utilisateur final. Avant d'expliquer plus en détail ce qu'est l'audit agile, on va regarder pourquoi on le fait. Avant évidemment d'appliquer une pratique, est-ce que c'est justifié de l'appliquer? Pourquoi on le fait? Quel intérêt ça a? Il y en a plusieurs et tous les intérêts que comporte cette pratique partent d'un même constat. Le constat que plus le niveau d'agilité est élevé, plus les chances de réussite sont élevées. Parce que la finalité de tout projet, c'est quand même sa réussite. Donc l'audit agile, c'est une pratique qui est là pour aider l'équipe à se hisser vers les sommets de l'agilité. On peut prendre la métaphore de l'équipe d'alpinistes qui cherche à atteindre les sommets les plus hauts. C'est aussi une pratique qui permet de mesurer la progression du niveau d'agilité d'une équipe. Donc ici, on va essayer d'extraire un indicateur pour situer l'équipe dans son ascension vers le sommet de l'agilité. Et ça permet du coup de pousser l'équipe à aller plus loin. Si on lui dit vous êtes rendu là, il vous reste tout ce chemin à faire, l'équipe se sentira un peu poussée pour aller au-delà si elle peut le faire, si c'est un sommet atteignable pour elle. Une autre raison pour appliquer cette pratique, c'est de guider l'équipe vers une vision partagée de l'agilité. Et ainsi de lui éviter de se perdre en route, d'aller dans le bon sens et non pas plutôt vers une agilité mal appliquée, ce qu'on désigne par de l'agilité cow-boy ou du scrum but. Je fais scrum, mais j'applique pas la rétrospective parce qu'on n'a pas le temps, par exemple. Ici, cette pratique-là, l'audit agile, permet justement de recadrer l'équipe dans la bonne et de mettre l'équipe dans la bonne direction. Et finalement de faire partager la même vision de l'agilité, le même chemin de l'agilité pour l'équipe. Donc ça sert un peu de boussole. Et enfin, l'audit agile pour prévenir les risques. C'est aussi un outil de prévention de risques. Grâce à cette pratique, on met en évidence assez tôt dans le projet des problématiques qui pourraient exploser à un moment donné dans le projet, et on les met en évidence suffisamment à l'avance pour prendre des actions correctives qui vont permettre de ne pas se prendre ce mur.
En quoi ça consiste? Brève introduction sur ce que c'est. Donc l'évaluation, puisqu'il s'agit d'une évaluation, elle est faite par l'équipe elle-même ou des représentants de l'équipe. Quand je parle de l'équipe, je parle d'une équipe Scrum avec un Product Owner, un Scrum Master et une équipe de développement. On pourrait y associer aussi des utilisateurs ou des managers. Dans mon expérience de la pratique, j'ai constaté que c'était intéressant que l'équipe soit au complet pour la première évaluation. Parce que cette évaluation, on ne va pas la faire qu'une fois en fait. Puisqu'on veut suivre la progression du niveau d'agilité de l'équipe, on va la faire de manière récurrente, tout au long du projet. Donc si l'équipe est là la première fois, ça a tout son sens, puisque chacun peut, dans son rôle, faire part de ses problématiques par rapport à toutes les pratiques agiles. Maintenant, c'est une pratique de plus, ça prend du temps aussi. Donc des représentants, pour les évaluations qui viennent après, on peut se contenter d'un certain nombre de représentants, sachant qu'il faudrait au moins qu'il y ait le Scrum Master, le Product Owner, et puis un développeur. Ça a suffisamment de sens pour partir sur une équipe de représentants et pas une équipe au complet, qu'il est toujours difficile de mobiliser en cours de projet. Elle est faite également avec un facilitateur garant de la bonne application de l'agilité, donc un expert de l'agilité. Ça pourrait être le Scrum Master de l'équipe si c'est un Scrum Master d'expérience capable de recadrer l'équipe par rapport aux différentes pratiques appliquées. C'est mieux quand même que ce soit quelqu'un d'extérieur au projet, pourquoi pas un manager pleinement agile ou un coach agile. En tout cas, un facilitateur qui va garantir la bonne application de l'agilité. Mais ce n'est pas forcément lui qui va faire l'évaluation. Ce n'est pas lui non plus, en fait. C'est une évaluation qui se fait toutes les 2 ou 3 itérations. Pas forcément à chaque itération, puisque on n'a pas forcément... il n'y a pas forcément d'intérêt à regarder itération après itération là où l'équipe se trouve sur le chemin de l'agilité. On a déjà la rétrospective pour agir sprint par sprint. Le pratique de l'audit se situe à un niveau différent. Ça permet d'avoir un recul par rapport au projet, de permettre aux personnes impliquées dans le projet de lever un peu le nez du guidon et de regarder un peu plus au loin sur le chemin de l'agilité. Donc on le pratique toutes les 2 ou 3 itérations, ça a pas mal de sens. Ça donne le temps de rectifier quelques mauvaises habitudes prises par le projet pour reprendre la bonne direction. Et puis c'est une pratique qu'on fait entre 2 et 3 heures, surtout la première fois. La première fois, ça peut prendre 3 heures, le temps d'expliquer le fonctionnement, le temps d'expliquer chacune des pratiques qui ne sont pas forcément toutes connues ou comprises de l'équipe. Voilà. Le niveau d'agilité qu'on va mesurer grâce à cette pratique, c'est un indicateur de l'expérience agile acquise par l'équipe au moment où on fait l'évaluation. Et du coup, c'est aussi un indicateur qui montre le chemin qui reste à faire par l'équipe pour atteindre l'objectif qu'elle s'est donné. Ce n'est pas forcément l'objectif d'un sommet de l'agilité, ça peut être un objectif un peu moins ambitieux, mais beaucoup plus réaliste par rapport à ce que peut faire l'équipe, et que j'appelle un palier ici. Et c'est un indicateur qui tient compte du contexte du projet. On se sert de l'expérience de chacun sur le projet et des problématiques du contexte et des contraintes du projet pour évaluer le niveau d'agilité. Ça implique que cet indicateur n'est pas un indicateur universel, comme l'indicateur CMMI. C'est un indicateur relatif. On ne compare pas les projets, le niveau d'agilité des projets, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et ici, c'est une mesure qu'on fait pour l'équipe. C'est d'abord pour l'équipe qu'on l'a fait, cette mesure.
On a pour résultat un palier d'agilité. À quel niveau l'équipe s'est rendue, quel est le niveau d'agilité qu'elle a atteint, et on définit des paliers pour donner des objectifs un peu plus concrets. On a une note d'agilité qui est complémentaire du palier. Pour chaque palier, on va calculer du coup une note, et on a des axes d'amélioration. Des axes d'amélioration qui peuvent recouvrer ceux identifiés en rétrospective et qui sont en général complémentaires et qui définissent des des axes en fait qui peuvent être travaillés sur le long terme et pas d'un sprint à l'autre comme le fait la rétrospective. Ce type de pratique s'adresse d'abord à des projets pilotes qui veulent tester l'agilité, qui partent de zéro du coup, ou à des projets en phase d'adoption ou d'amélioration de l'agilité. Donc ça permet de mesurer la montée en compétence des équipes projets sur ce type de projet. C'est un indicateur qui, au même titre que la vélocité, permet aussi de rassurer les managers qui encadrent ces projets. Ah bon. Excusez-moi. Dans mon stress, j'ai oublié de brancher le portable. Alors maintenant qu'on a vu en quoi ça consistait, cette pratique, on va voir comment ça marche plus concrètement parlant. On utilise pour faire cet audit agile une grille d'évaluation qui va énumérer toutes les valeurs agiles, les principes agiles, les pratiques liées à l'organisation, au reporting, à l'industrialisation. Allez-y. Et son mode opératoire consiste en 4 grandes étapes. On commence par énumérer les pratiques qu'on va retenir pour le projet. On ne va pas forcément chercher à appliquer toutes les pratiques dans un premier temps, sachant que quand on fait ce choix, les valeurs agiles sont forcément toutes appliquées. Ce n'est pas quelque chose de négociable, bien sûr. On se trouve sur un projet agile et on applique les valeurs agiles desquelles découlent toutes les pratiques. Ça, c'est pas négociable. Et il y a certaines pratiques aussi qui sont incontournables. Le fait d'itérer, par exemple, c'est une pratique incontournable, sans quoi on ne peut pas dire qu'on fait de l'agilité. Des choix découle un palier d'agilité qui correspond à un niveau de maturité agile visé par l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'on l'a atteint, mais c'est ce qu'on vise. Donc c'est plus facile de se donner des objectifs plutôt que de tout de suite se dire on va essayer d'atteindre le sommet du premier coup. Donc on se donne des paliers, des étapes, et petit à petit on va chercher à hausser notre niveau d'agilité. Là, on a défini, dans le cadre de cette pratique, 3 paliers de difficulté croissante. On aurait très bien pu en définir 5. 3, ça marche bien. Et puis, on peut utiliser une métaphore pour parler de ces paliers ici, ces choux à Harry, qui correspondent, ces métaphores qui correspondent à des niveaux d'apprentissage du judo, par exemple. C'est des termes japonais. On aurait très bien pu prendre la métaphore de la montagne, Puy de Dôme, Pic du Midi, Mont Blanc. On aurait pu prendre la métaphore de A, c'est très, très courant en ce moment.
Donc toutes les métaphores peuvent marcher. On peut aussi prendre la métaphore des activités de l'entreprise si ça s'y prête, hein, pourquoi pas. Donc chaque palier correspond à un niveau de difficulté croissant. Le premier palier chou, ça correspond à des pratiques incontournables, donc celles qu'il faut au moins mettre en place pour dire que le projet fait de l'agilité. On verra en quoi il consiste rapidement. Le deuxième palier, le palier A, correspond au palier chou, plus les pratiques avancées. Les pratiques avancées de l'agilité. Donc un peu moins faciles à mettre en place dans un premier temps, mais qui ne sont pas forcément non plus les plus difficiles. Et le dernier palier, ça inclut également les pratiques les plus difficiles, considérées comme les plus difficiles en agilité. Évidemment, on va retrouver la pratique du TDD, par exemple. Deuxième étape, l'évaluation elle-même. Et comment on fait une évaluation d'une pratique? Elle se fait par l'équipe elle-même. C'est pas le facilitateur, le coach ou le manager, en tout cas l'expert de l'agilité, qui va évaluer la pratique. Lui, il n'est pas dans le projet, il est à côté. Il est là juste comme garant de l'agilité. Il va juste cadrer la pratique dans le cadre de l'agilité. Et donc cette évaluation se fait de manière collégiale, par discussion. Une discussion qui est orientée par des questions simples, de préférence, pour qu'elle soit facilement compréhensible de tous, et qui respecte l'esprit agile. On va évaluer chacune des pratiques sur une échelle de 0 à 5. 0 signifie que la pratique n'a pas encore été appliquée. Même si elle est retenue sur le projet, on fait le constat qu'on ne l'a pas encore appliquée, on est nul sur cette pratique-là. 5, par contre, correspond à la meilleure application qu'on puisse avoir sur le projet, en tenant compte des contraintes du projet. Donc c'est pas une application idéale de la pratique, on tient compte du contexte, des contraintes, et l'équipe, du coup, si elle estime qu'elle ne peut pas faire mieux sur cette pratique, elle s'attribue 5. Le coach agile est là aussi pour justement pour cadrer l'agilité. Si l'équipe lui dit qu'elle n'a pas pu mettre en place la rétrospective, elle n'a pas eu le temps de la faire sur ce sprint parce que finalement elle voulait absolument tenir son engagement et que ça primait pour elle, mais qu'elle fera mieux la prochaine fois. On peut pas, on en tient compte aussi dans la notation, et le coach agile est là pour leur rappeler que c'est incontournable, il faut absolument faire une rétrospective, on ne peut pas y couper. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à mettre 0 de toute façon. Troisième étape, une fois qu'on a évalué toutes les pratiques, eh bien on va déterminer le niveau d'agilité. Donc c'est tout simple, on fait un simple constat par rapport aux différentes notes obtenues. Déjà, on détermine le palier que l'équipe a atteint sur son chemin de l'agilité. Où est-ce qu'elle est arrivée dans son ascension? Donc on regarde toutes les valeurs, les principes et les pratiques qui définissent ce palier. Et si elles obtiennent toutes une note minimale de 3 sur 5, donc la moyenne, eh bien on estime que l'équipe a atteint le palier d'agilité. Donc après, cette note va venir compléter ce palier en disant où elle se situe un peu plus précisément par rapport au palier d'après. Donc la note d'agilité vient en complément et est une simple moyenne de toutes les notes attribuées. On a un graphe d'agilité pour montrer visuellement ce que ça donne. Et on a une courbe par palier atteint. Donc si on a atteint qu'un palier, on n'a qu'une seule courbe. Enfin, on a même deux courbes. On a donc une courbe par palier, plus une autre courbe qui donne le niveau d'agilité indépendamment des paliers. En général, qui se retrouve du coup un petit peu en dessous des premiers paliers atteints. Donc cette évaluation se fait régulièrement, tous les 2 ou 3 sprints, qui donne la tendance de l'équipe. En général, la tendance, c'est que le niveau d'agilité monte. J'ai jamais vu l'inverse. Oups.
quatrième et dernière étape, on identifie les axes d'amélioration. On a une toile d'agilité qui est un autre diagramme qui montre la progression de l'agilité dépendamment de différents axes. Les valeurs, les pratiques liées à l'organisation, au reporting, à l'industrialisation, et puis les principes, qui sont des pratiques un peu plus générales, associées à l'agilité. Donc cette toile donne la tendance aussi de l'équipe par rapport à ces différents axes d'agilité. Et grâce aussi aux différents résultats des discussions qu'on a pu avoir pendant la pratique, on a identifié les problématiques que l'équipe doit travailler plus précisément, et aussi ce qu'il faut mettre en place pour atteindre le palier d'après, ou tout simplement pour améliorer sa note globale. Avant de continuer, je vais vous montrer un peu plus précisément la grille d'évaluation. Donc voilà la grille. On retrouve toutes les valeurs, les principes et les pratiques. On a une première colonne qui identifie tout ce qui est retenu sur le projet. Donc par défaut, on a toutes les pratiques liées au palier chou. Donc tout ce qui est incontournable, en plus des différentes valeurs. Donc juste pour l'exemple, par rapport au principe, ce qui est identifié comme incontournable, c'est que déjà on a une équipe complète avec tous les rôles agiles, qu'on a des livraisons fréquentes, donc des itérations, que le rythme est durable, que la conception soit la plus simple possible, qu'on ait des conventions de codage. Donc ça, c'est le niveau qu'on a identifié comme le plus facile à atteindre, donc qui inclut les principes les plus simples a priori. Donc le niveau A, évidemment, inclut toutes ces pratiques-là, plus d'autres pratiques jugées un peu moins évidentes à mettre en place. Donc le niveau de difficulté de chaque pratique, c'est aussi le constat de l'expérience acquise sur plusieurs projets, notamment chez Orange. Pour chaque pratique, on a un ensemble de questions. Donc par exemple, pour l'équipe complète, est-ce que l'équipe de développement travaille dans un même bureau, par exemple? Ou est-ce que le product owner est sur un site distant? Ou est-ce que l'équipe entière participe à toutes les cérémonies? Et si un développeur a une question, en combien de temps le product owner y répond? Donc toutes ces questions, on n'y répond pas forcément à toutes, mais ça donne le cadre dans lequel doit se trouver la pratique pour être bien appliquée. Et le jeu, ici, entre l'expert de l'agilité et l'équipe, sera d'identifier les problématiques. Donc l'expert de l'agilité va orienter la discussion en fonction des réponses données, en fonction du feedback donné par l'équipe par rapport à cette pratique, pour creuser un peu les aspects qui font mal sur le projet. Et par rapport à ces réponses, par rapport à ces problématiques soulevées, l'équipe va s'auto-évaluer, va s'attribuer une note qui est pondérée par rapport au chemin qui lui reste à parcourir pour avoir une application la plus efficace possible de la pratique. Donc ce travail-là, on le fait pour chaque valeur, chaque principe, chaque pratique retenue pour le projet. Alors bien sûr, on peut aller au-delà d'un certain palier, on peut très bien appliquer d'autres pratiques sans aller jusqu'à appliquer toutes les pratiques du palier d'après. L'idée, c'est la progression, la montée en compétence de l'agilité, de l'équipe dans l'agilité. Une fois que ce travail est fait pour toutes les pratiques, on a un petit tableau synthétique qui résume les résultats. Donc ici, on a une grille de simulation où j'ai rentré quelques données fictives
sur 4 sprints, ce qui permet d'avoir ce tableau-là. Donc initialement, le projet n'a pas atteint de palier sur la première évaluation. On a une note de 3,3 globale. Et pourquoi on n'a pas atteint le palier? C'est parce que l'une de ces notes est en dessous de 3, tout simplement. Il faut que toutes les notes d'un palier aient au moins 3 pour atteindre le palier. Par la suite, l'équipe va atteindre le niveau chou sur les sprints 5 et 8. On constate une petite baisse de la note sur le sprint 8. On est passé de 3,8 à 3,5, tout simplement parce que l'équipe a adopté des nouvelles pratiques à partir du sprint 5, se jugeant assez mature pour aller plus loin dans son agilité. Du coup, ça a fait baisser la note globale. Par contre, par rapport aux pratiques liées au palier chou, sa note augmente. Donc, elle monte en compétence sur ce palier-là. Je vais revenir à ma présentation. Oui. Donc comme je le disais, ça prend entre 2 et 3 heures, surtout la première évaluation. Par la suite, c'est un peu plus rapide, dès lors que les gens ont compris le fonctionnement de cette pratique. Ça va un peu plus vite. Ce qui prend aussi du temps, c'est de regarder, de bien comprendre chacune des pratiques, de regarder à quelle question elle correspond. Et puis après, on se focalise surtout sur les problématiques qui ont été soulevées. Oui, c'est vrai que ce que j'ai pas dit ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une évaluation, on va mettre un petit commentaire pour préciser pourquoi elle est A2. On va aussi mettre un commentaire pour préciser pourquoi elle passe de 2 à 3. Si la note est stable, on ne change rien, parce qu'elle ne s'est pas améliorée. Mais dès qu'il y a un changement de note ou une première note, on met un commentaire pour expliquer pourquoi l'équipe est à ce niveau-là et qu'est-ce qu'il lui reste à faire comme chemin pour arriver à 5. Donc ces commentaires-là, c'est ce qui va permettre aussi de faire l'analyse à la fin. On ne se contente pas des simples indicateurs, mais on identifie aussi des axes d'amélioration par rapport à toutes les problématiques qui sont remontées. Si on a le temps aussi, on peut entamer une discussion avec l'équipe sur ces problématiques-là pour savoir ce vers quoi elle souhaite aller, quel axe elle souhaite privilégier, qu'est-ce qui est le plus important pour eux de travailler. Et on prend d'éventuelles actions, comme dans une rétrospective, qu'on va mettre en place petit à petit. Alors j'ai préparé quelques questions qu'on m'a déjà posées par rapport à cette pratique. Donc ça va peut-être anticiper certaines de vos interrogations. On verra. Déjà, en quoi l'audit agile est différent de la rétrospective? J'en ai un petit peu parlé. La rétrospective vient à chaque fin d'itération et s'attache à regarder ce qui a moins bien marché, ce qui a bien marché déjà, et ce qui a moins bien marché sur l'échelle d'un sprint. L'évaluation va prendre un peu de recul par rapport à ça et va s'intéresser au projet dans son ensemble, pas seulement sur le dernier sprint, mais sur des problématiques un peu plus récurrentes qu'on retrouve tout au long du projet, pour identifier des axes d'amélioration à résoudre sur le long terme plutôt. Donc quelque part, c'est une approche un peu plus stratégique que la rétrospective, qui est un peu plus tactique, si on peut utiliser ces termes-là. Donc c'est complémentaire. Est-ce que le temps consacré en vaut la peine? Sur les projets sur lesquels j'ai appliqué cette pratique, je n'y ai vu que du positif. Les équipes aussi. Dernièrement, j'ai demandé à l'équipe comment elle jugeait cette pratique. Donc j'ai eu un retour de 4 sur 5. Pour elle, donc le temps investi à regarder chacune des pratiques appliquées sur le projet était
qui avait de la valeur, parce que ça leur permettait justement de mieux comprendre les différentes pratiques agiles, puisqu'elles sont réexpliquées. En agilité, il faut beaucoup expliquer et réexpliquer le temps que l'équipe prenne l'habitude de ces pratiques. Mais on peut considérer aussi que cet audit, c'est un moyen de rappeler les bonnes pratiques agiles et de les faire partager par tous. Donc comme c'est un exercice qu'on fait avec le plus grand nombre dans l'équipe, ça permet donc de donner une vision partagée aussi à l'équipe. Et ça met en lumière, souvent, puisqu'on balaye toutes les pratiques agiles, ça met en lumière des problématiques qu'on n'avait pas forcément remontées en rétrospective et qui peuvent être des signaux d'alarme sur le moyen terme. Je pense notamment à la qualité. Sur un projet, lors de la première évaluation, on a identifié plusieurs aspects liés à la qualité qui faisaient défaut. Donc ça, c'était lié au taux de couverture insuffisant, au fait que les tests unitaires n'étaient pas forcément faits, aux aspects liés à l'évaluation de la qualité par l'équipe, à la revue de code qui n'était pas forcément faite. Donc cette pratique permet de rappeler tous ces aspects importants de qualité, par exemple, et de rappeler donc leur importance, et que si c'est pas appliqué, eh bien les conséquences pourraient mettre en péril la réussite du projet. Je ne dis pas que cette pratique a de la valeur pour tous les projets. Sur ceux sur lesquels je suis intervenu, ça en a eu. Les managers aussi étaient très contents de voir l'agilité mesurée et la progression de cette agilité, la montée en compétence de l'équipe, de pouvoir la mesurer, de pouvoir situer l'équipe sur l'échelle de l'agilité. C'était aussi un indicateur apprécié des managers. Une évaluation contextuelle est-elle suffisamment objective ? C'est vrai que ça peut être sujet à interprétation, donc ça pourrait être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que cette évaluation se fait en la présence d'un expert en agilité pour justement éviter ces dérives. Et puis encore une fois, l'évaluation elle est propre à un projet, donc elle est subjective parce qu'elle est faite par l'équipe elle-même en fonction des contraintes du projet. Mais c'est une évaluation qui est basée sur la réalité, sur l'expérience de l'équipe, et donc qui reflète le niveau d'agilité, un niveau d'agilité le plus réaliste qui soit, puisque tiré de l'expérience et de l'équipe elle-même. Dernière question, l'audit agile est-il agile ? Pour cette question, j'ai préparé un petit slide. Ma réponse est oui, si on fait bien attention d'appliquer cette pratique dans le contexte de l'agilité, dans l'esprit de l'agilité, dans l'esprit du manifeste, dont la première valeur est de mettre de l'importance d'abord à l'équipe, aux individus et aux interactions entre les individus avant le processus et les outils. Donc appliqué à l'audit agile, ça pourrait donner ça. Cette pratique, on l'a fait dans l'esprit où on fait d'abord attention à la progression de l'équipe vers les sommets de l'agilité, davantage qu'à l'indicateur, qu'à la mesure du niveau d'agilité. Donc tout est une question d'état d'esprit dans lequel on fait cette pratique. Et ne pas oublier qu'au final, seul le succès du projet compte, bien sûr. Qu'il se fasse en agilité ou avec une autre méthodologie. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. J'attends vos réactions ou vos questions. Bonjour. J'ai une petite remarque et une petite question.
Concernant l'évaluation du projet, effectivement, je l'ai bien compris. Quand on a, disons, à partir du 5e, 6e sprint, on commence à voir l'équipe mieux. Sachant que dans l'esprit de l'agile, ou en particulier de Scrum, on a des projets qui ont au maximum 6 mois, si on veut rester dans cet esprit. Par contre, je ne vois pas réellement la progression de l'équipe, puisqu'on parle d'évaluation du projet, mais je ne vois pas réellement comment on va mesurer la progression de l'équipe. Et puis, une autre question, est-ce que les pratiques que vous avez sont des pratiques universelles ou c'est juste des pratiques qui restent à l'intérieur de votre entreprise à ce jour-là? Sur la question liée à la progression de l'équipe, cette progression se mesure par l'auto-évaluation de chacune des pratiques sur la base des questions, comme je l'ai expliqué. Chacun des membres de l'équipe va apporter son point de vue, va situer son activité, son rôle par rapport au cadre de définition de la pratique. Mais c'est que l'équipe qui va s'auto-évaluer. On pourra utiliser même le planning poker à la limite, donc une évaluation collégiale pour attribuer une note moyenne de l'équipe sur cette pratique. D'une évaluation à l'autre, l'équipe va mesurer le chemin qu'elle a parcouru. Qu'est-ce qu'elle a amélioré par rapport à la dernière évaluation, ou au contraire, est-ce qu'elle a régressé? J'ai déjà vu des projets régresser sur certaines pratiques. Soit parce qu'elles avaient été initialement mal évaluées, ou soit parce qu'elles ont découvert que finalement elles ont laissé un peu de côté une pratique pour mieux répondre à une autre. Donc c'est une évaluation qui est relative, qui tient compte de l'expérience de l'équipe et qui se fait toujours par rapport à l'évaluation d'avant. C'est un outil qui est vraiment axé sur la progression de l'équipe, la progression sur le chemin de l'agilité. C'est pas une évaluation au sens CMMI où on a des indicateurs qui correspondent à une conformité vis-à-vis d'un standard. Ici, on est dans l'agilité. Il n'y a pas de standard de l'agilité. C'est un cadre de pratique ouvert qu'on adapte au contexte de chaque projet. Donc c'est une évaluation qui n'a de sens que pour le projet lui-même, que pour l'équipe qui s'auto-évalue. Et en ça, ça n'a pas de sens de comparer le niveau d'agilité d'un projet à un autre dans l'absolu. Sur la deuxième question que j'ai oubliée, vous pouvez me la rappeler s'il vous plaît? Ah oui. Alors ces pratiques, initialement, c'était celles de Orange. Donc les pratiques agiles de Orange, c'est les pratiques agiles tout court, plus des spécificités Orange, notamment liées à la façon de mettre en production ou d'exploiter leurs applications. Ici, j'ai réajusté cet outil pour justement le rendre un petit peu plus générique, un peu plus ouvert, de façon à ce qu'il tienne moins compte des spécificités, qu'il tienne plus du tout compte des spécificités de Orange, puisque maintenant je l'utilise sur des projets d'autres organisations. Oui, tout le monde pourrait l'utiliser. Je ne l'ai pas mis à disposition encore, parce que notre société vient de se créer et on n'a toujours pas de site internet. Je pourrais vous le communiquer par mail à condition qu'on m'y autorise, puisque c'est un travail qui s'inspire grandement de ce qu'a mis en place Rémi Génin. Il faut d'abord que j'en ai son accord. Pour moi, il n'y aurait aucun problème pour que je diffuse cet outil, si vous pensez qu'il peut vous être utile. Et si on peut partager d'ailleurs notre expérience sur cet outil pour l'améliorer, je me situe aussi dans cet état d'esprit, partager pour toujours faire mieux. Comment ?
C'est ça, oui, c'était l'idée. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. 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 Tout à fait. Voilà, alors moi j'ai osé utiliser le terme d'audit parce que je trouvais quand même que la définition n'était pas si éloignée. Après, effectivement, on peut prendre la métaphore de thermomètre, il y en a d'autres qui vont utiliser agilimètre ou encore radar. Tous les termes conviennent en fait. Ce qui est important pour moi, c'est l'état d'esprit dans lequel on applique cette pratique. On ne doit pas sortir du cadre des valeurs du manifeste et pas l'utiliser comme un outil de contrôle sur lequel auquel l'équipe doit répondre et à qui on va demander de s'engager pour atteindre tel palier sous peine de sanction, par exemple. C'est un équipe pour l'équipe, au même titre que la vélocité, c'est aussi un indicateur que le manager peut voir. On reste dans la transparence. Maintenant, si le manager joue bien son rôle de manager agile, il n'y a pas de souci, pourvu qu'il doit faire confiance à l'équipe, il doit faire confiance dans la capacité de l'équipe à hisser son niveau d'agilité. C'est la volonté de tout le monde. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. C'est pas une mesure, c'est un simple constat sur plusieurs années d'expérience. C'est pas mon seul constat. Moi, j'ai vu dans mon expérience que effectivement c'était le cas, mais avant moi, beaucoup d'autres l'ont constaté. Donc, effectivement, l'agilité n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, comme je le rappelle, c'est la réussite du projet, qu'il se fasse en mode agile ou en d'autres modes. Donc c'est pas une mesure, c'est un constat. Et peut-être que vous en avez d'autres. On s'arrête tout parce que, ok, on a passé le palier d'agilité, et après, comment on décide qu'il est intéressant de faire l'effort de passer au niveau gris, plutôt que de rester sur A. Oui, Chou Harry. La personne me demande où est-ce qu'on peut s'arrêter. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller plus loin, grosso modo? Le propre de l'homme, c'est de toujours aller plus loin. C'est comme l'équipe d'alpinistes, elle ne va pas se contenter d'arriver à 100 mètres du sommet. Si elle peut aller jusqu'au sommet, elle ira jusqu'au sommet. Donc on va pousser l'équipe à aller le plus loin possible dans le cadre de ses capacités. Le fait que d'itération en itération, on voit que l'agilité fonctionne, ce que j'ai toujours constaté, l'incitera à aller plus loin dans sa mise en œuvre de l'agilité. Effectivement, si au contraire l'équipe essuie des échecs, elle sera moins incitée, mais dans le même temps, le niveau d'agilité va baisser. C'est le constat que j'ai fait. S'il y a des problématiques qui surgissent sur un projet agile, c'est parce que les pratiques ne sont pas correctement appliquées, le niveau d'agilité baisse. Dans ce cas-là, il faut redresser la barre au plus vite et remettre l'équipe dans le droit chemin, l'inciter à aller toujours plus loin. C'est dans la nature humaine de toujours essayer de se surpasser. Après, ça touche à la question de challenger l'équipe en leur disant que plus votre niveau d'agilité sera élevé, plus vous appliquerez de pratiques agiles, plus vous irez loin, plus le succès sera une réussite, plus vous étonnerez même les utilisateurs dans votre capacité à mener à bien le projet.
Donc après, la question sous-jacente, c'est comment challenger les équipes pour toujours aller plus loin, toujours se surpasser et produire des applications toujours plus étonnantes. Oui. Est-ce que votre audit tient compte du contexte aussi dans lequel est l'équipe, c'est-à-dire l'organisation, le contrat, ce qu'il a mis ou pas, etc. Est-ce que c'est purement le fonctionnement de l'équipe? Oui, on tient compte aussi des aspects de contractualisation. Ça touche justement à la valeur de la collaboration versus contractualisation. Par rapport à cette valeur-là, on a effectivement des questions qui touchent à la contractualisation. Est-ce qu'on est dans une relation de client-fournisseur ? On pose la question à l'équipe. Et en général, si effectivement on a cette pesanteur-là du client qui met la pression sur le fournisseur pour respecter ses engagements, c'est écrit dans le contrat, ça ressort durant l'audit agile. Donc c'est une problématique qu'on va identifier, qu'on va mettre en avant, et dans le compte rendu, dans l'analyse qu'on va faire des résultats, on le rendra visible et on essaiera de faire en sorte de ne plus être dans cette relation contractuelle, mais dans l'esprit agile. Donc là, typiquement, la prochaine fois, on associera peut-être le manager, on l'invitera à cette réunion-là, on lui expliquera un peu mieux comment fonctionne un projet agile, quelles sont les valeurs de l'agilité, et aussi on lui fournira les indicateurs qui vont lui permettre d'avoir confiance dans l'équipe. Regarde, on a des indicateurs qui montrent l'avancement de l'équipe, tu peux avoir confiance, tu peux aller voir à tout moment où en est l'équipe, il n'y a pas lieu d'être dans le contrôle et s'il y a des problèmes à soulever, eh bien on est dans la transparence, on peut les remonter en rétrospective, on peut les remonter à l'audit, mais l'idée c'est de les régler de manière collégiale, trouver des solutions ensemble. On va essayer d'oublier le contrat puisque c'est plus un frein qu'autre chose, ça met des tensions, alors que si on en parle entre nous, ça ira mieux. Voilà, c'est le genre de discours qu'on peut avoir. D'autres questions ? Alors, une dernière chose, je vais faire un petit rôti, mais pas avec ces interprétations de 0 et de 5. Finalement, je voudrais plutôt savoir, à 0, en fait, comment vous jugez cet outil. Donc 0, c'est que vous le jugez complètement inutile dans le cadre de vos projets. Et 5, vous considérez ça comme génial, vous n'y avez pas encore pensé, que ça va vraiment vous apporter vraiment beaucoup de choses. Donc je compte jusqu'à 5, et à 5, vous levez la main et vous me donnez votre note, 5 ou 0, ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 5. Donc je vois des 5, pas mal de 4, quelques 3, quelques 2, quelques 1. Merci beaucoup.